Sous le régime nazi, la vie des civils allemands a été complètement repensée. Rien n'a été laissé de côté. Le travail, les loisirs, la famille, les croyances, la sexualité et même le langage courant ont été absorbés par l'appareil d'État. Les citoyens ont cessé d'être des individus pour devenir des rouages de la machine. Cette transformation ne s'est pas imposée soudainement. Elle s'est construite à travers des lois, des rituels, des promesses de stabilité et des récompenses symboliques. La propagande s'est infiltrée dans les salles de classe, les chansons populaires et les jeux d'enfants. Ceux qui s'adaptaient étaient récompensés. Ceux qui déviaient disparaissaient. La surveillance n'était pas seulement policière, elle concernait les ménages, le lieu de travail et l'intimité. Comment la vie quotidienne s'est-elle façonnée sous une dictature totale ? Dans quelle mesure la population a-t-elle accepté sa propre perte de liberté? Et combien de ces habitudes totalitaires ont survécu à la chute du régime? Quand la liberté s'efface, la vie civile sous le Reich. La démocratie allemande ne s'est pas éteinte subitement. Elle s'est progressivement estompée, jour après jour, décret après décret, jusqu'à ce que les citoyens prennent conscience d'une réalité radicalement différente. Lorsqu'Adolf Hitler prêta serment comme chancelier en janvier 1933, de nombreux Allemands crurent qu'il s'agissait d'une simple nomination politique au sein du système républicain. Ils ne pouvaient imaginer qu'ils venaient d'assister au début d'une transformation sociale qui allait bouleverser tous les aspects de leur vie quotidienne. Les Allemands avaient vécu 14 ans sous la République de Weimar, une expérience démocratique née sur les ruines de la défaite militaire et de l'humiliation nationale. Mais cette démocratie avait été marquée par des crises constantes. L'occupation française de la Ruhr, l'hyperinflation qui avait anéanti l'épargne de la classe moyenne, les affrontements de rue entre extrémistes de gauche et d'extrême droite, et enfin l'effondrement économique mondial qui avait laissé 6 millions d'Allemands sans emploi. Dans ce contexte de désespoir collectif, la rhétorique nazie trouva un terrain fertile. Hitler ne se contenta pas de promettre des emplois ou la stabilité économique. Il offrit quelque chose de plus profond, la restauration de la fierté nationale, la création d'une communauté unie par le sang et le destin, et la promesse que l'Allemagne retrouverait sa place de grande puissance européenne. Pour des millions d'Allemands épuisés par des années de crise, ce message sonna comme une délivrance. Le changement s'opéra subtilement mais inexorablement. En février 1933, l'incendie du Reichstag offrit le prétexte idéal pour suspendre les libertés civiles fondamentales. Le décret d'urgence qui suivit parut banal dans une république qui avait vécu sous des régimes d'exception pendant une grande partie de son existence. Cependant, cette fois, les mesures ne seraient pas temporaires. La liberté de la presse disparut en premier. Les journaux d'opposition furent fermés ou contraints de ne publier que des informations approuvées par le gouvernement. La radio, qui touchait des millions de foyers allemands, devint un instrument de propagande d'État. Les radiodiffuseurs étrangers furent interdits et les écouter devint un acte de trahison. La liberté de réunion suivit le mouvement. Les manifestations politiques indépendantes furent interdites, tandis que les défilés nazis se multipliaient. Les rues allemandes se remplirent de drapeaux rouges arborant des croix gammées, d'uniformes marrons et de chants martiaux. L'espace public cessa d'être un lieu de rencontre civique pour devenir le théâtre de manifestations politiques. La vie sociale, si riche en traditions allemandes, fut systématiquement démantelée. Clubs sportifs, associations culturelles, groupes de randonnée et même chorales furent dissous ou intégrés à des organisations nazies. Il n'y avait plus de place pour la socialisation spontanée. Tout devait passer par le parti. Les travailleurs ont perdu le droit de grève, le droit de négociation collective et le droit de changer d'emploi sans autorisation gouvernementale. En contrepartie, on leur a promis la sécurité de l'emploi, de meilleures conditions de travail et l'accès à des programmes de loisirs subventionnés. Pour beaucoup, en particulier ceux qui avaient connu des années de chômage, ce compromis semblait acceptable. La transformation économique fut présentée comme un miracle. Les chiffres officiels du chômage commencèrent à chuter de façon spectaculaire. De grands projets de travaux publics furent lancés, construction d'autoroutes reliant tout le pays, de stades monumentaux et d'imposants bâtiments gouvernementaux. Des milliers d'hommes retournèrent au travail et les familles retrouvèrent un revenu stable. Cependant, cette reprise économique eut un prix caché. Une grande partie du financement provenait de la confiscation des biens juifs et d'une dette publique massive. De plus,
Une grande partie de la production fut consacrée au réarmement militaire, bien que cela fût tenu secret. L'Allemagne se préparait à la guerre tandis que ses citoyens célébraient le retour de la prospérité. Le concept de Volksgemeinschaft, ou communauté nationale, devint le principe organisateur de la nouvelle société. Cette idée promettait de surmonter les divisions de classe qui avaient déchiré l'Allemagne sous la République. Il n'y aurait plus de bourgeois ni de prolétaires, mais seulement des Allemands unis par leur sang arien et leur loyauté envers le Führer. Mais cette communauté s'est construite sur l'exclusion systématique de tous ceux considérés comme étrangers à la nation. Les Juifs furent les premiers à subir cette marginalisation. Ils perdirent leur emploi dans la fonction publique, furent exclus des universités et virent leurs entreprises boycottées. Mais ils n'étaient pas seuls. Communistes, sociaux-démocrates, témoins de Jéhovah, homosexuels et personnes handicapées furent également exclus de la communauté nationale. La vie quotidienne s'est alors imprégnée des rituels nazis. Le salut traditionnel a été remplacé par le Heil Hitler déployé. Des portraits du Führer sont apparus dans les bureaux, les écoles et les entreprises. Les dates du calendrier ont été redéfinies. L'anniversaire d'Hitler est devenu un jour férié national, tandis que les célébrations traditionnelles ont été réinterprétées à travers le prisme national-socialiste. À la fin des années 1930, la transformation était achevée. Les Allemands vivaient dans une société où chaque aspect de leur vie était politisé. Leur travail, leurs loisirs, leurs relations sociales et même leurs émotions étaient mis au service de l'État totalitaire. Nombre d'entre eux avaient accepté ce changement en échange de la stabilité économique et de la grandeur nationale. D'autres s'étaient simplement adaptés pour survivre. Lorsque la guerre éclata enfin en septembre 1939, les civils allemands étaient déjà prêts depuis 6 ans à sacrifier leur liberté sur l'autel de l'obéissance. La dictature n'avait pas eu besoin de s'imposer par la force. Elle avait séduit ses victimes par la promesse d'une communauté parfaite. Les mères du Führer, le sacrifice féminin dans l'utopie nazie. Nulle part les contradictions du projet nazi n'étaient plus évidentes que dans sa politique envers les femmes. Le régime, qui proclamait créer une société moderne et puissante, tentait simultanément de reléguer la moitié de sa population à des rôles qui semblaient tout droit sortis du siècle précédent. Cette tension entre modernité et tradition, entre nécessité économique et idéologie raciale, a profondément marqué l'expérience de millions de femmes allemandes durant les années du Troisième Reich. La vision nazie de la femme idéale se résumait parfaitement en une formule simple. Kinder, Küche, Kirche. Enfant, cuisine, église. Ces 3 mots résument tout ce que le régime attendait de l'univers féminin. Les femmes devaient être avant tout mères, responsables du foyer et gardiennes des valeurs morales traditionnelles. Toute ambition dépassant ces limites était considérée comme une déviation dangereuse. La fête des mères devint l'une des célébrations les plus importantes du calendrier nazi. Il ne s'agissait pas seulement d'honorer les mères, mais aussi de célébrer la maternité comme le plus grand service patriotique qu'une femme puisse rendre à la nation. Les cérémonies comprenaient la remise de décorations officielles, croix de bronze pour les mères de 4 enfants, croix d'argent pour celles de 6 enfants et croix d'or pour celles ayant donné naissance à 8 enfants ariens ou plus. Ces cérémonies étaient de grands spectacles. Les mères honorées défilaient dans les rues principales, recevaient des honneurs publics et bénéficiaient de privilèges particuliers comme celui de passer devant les magasins. Le message était sans équivoque. La fertilité était un patriotisme et la maternité multiple constituait un héroïsme national. Pour encourager les naissances, l'État a mis en place un système sophistiqué d'incitations économiques. Les jeunes mariés pouvaient accéder à des prêts sans intérêt, dont le taux était progressivement réduit à chaque naissance. Les familles nombreuses bénéficiaient de subventions directes, de réductions sur les services publics et d'un accès préférentiel au logement social. La vie reproductive était devenue une carrière économiquement rentable. Cependant, ces avantages étaient strictement réservés aux couples considérés comme dignes d'un point de vue racial. Les femmes juives, slaves et handicapées non seulement ne recevaient aucune aide, mais étaient progressivement exclues de la possibilité même de procréer. La stérilisation forcée fut appliquée à des dizaines de milliers de femmes considérées comme génétiquement inférieures. L'exclusion des femmes de la sphère publique a commencé immédiatement après l'arrivée au pouvoir d'Hitler.
Les universités ont instauré des quotas stricts limitant les inscriptions féminines à 10% du total. Des milliers de professeurs, médecins, avocates et fonctionnaires ont été licenciés pour faire place à des hommes au chômage. La justification était à la fois économique et idéologique. Les femmes actives volèrent les emplois des hommes et abandonnaient leur mission biologique fondamentale. Une année de service domestique obligatoire fut instaurée pour toutes les jeunes femmes souhaitant poursuivre des études supérieures. Pendant 12 mois, elles devaient travailler bénévolement dans des foyers ruraux, des institutions caritatives ou des familles nombreuses. Ce programme offrait non seulement un travail gratuit, mais était aussi censé enseigner aux jeunes femmes allemandes leur véritable place dans la société. Malgré tous les discours sur le retour au pays, la réalité économique a contraint le régime à trahir ses propres principes. La pénurie de main-d'œuvre, surtout après le déclenchement de la guerre, a forcé le retour massif des femmes sur le marché du travail. Entre 1933 et 1944, le nombre de travailleuses est passé de 4 à plus de 7 millions. Cette contradiction fut traitée avec un cynisme remarquable. Officiellement, les femmes ne travaillaient pas, mais contribuaient temporairement à l'effort de guerre. Leur salaire restait nettement inférieur à ceux des hommes et leur contribution au travail était minimisée par la propagande officielle. On maintenait l'illusion que leur place naturelle restait au foyer, même si elles passaient 12 heures par jour dans les usines d'armement. Les femmes rurales ont connu une transformation paradoxale sous le nazisme. Tandis que les femmes urbaines voyaient leurs opportunités restreintes, les paysannes étaient encouragées à adhérer aux organisations du parti, à voyager et à poursuivre leurs études. Cette apparente libération répondait à des objectifs stratégiques, intégrer les campagnes au projet national et préparer les femmes rurales aux exigences d'une économie de guerre. Des milliers de jeunes femmes rurales ont quitté leur village pour la première fois afin de participer à des programmes de travail ou de travailler dans des usines urbaines. Bien qu'elles fussent encore considérées comme inférieures aux hommes, ces expériences leur ont conféré une indépendance économique et sociale autrefois impensable. Nombre d'entre elles n'ont jamais retrouvé la vie rurale traditionnelle. Le contrôle de la sexualité féminine devint une obsession de l'État. Dans les villes, les autorités surveillaient constamment le comportement sexuel des femmes, notamment leurs éventuels contacts avec des juifs ou des étrangers. Les relations interraciales étaient considérées comme des crimes contre le sang allemand et passibles d'emprisonnement ou d'internement dans des camps de concentration. Des codes stricts furent établis concernant la tenue vestimentaire, le maquillage et le comportement en public. Les femmes ne devaient pas se maquiller excessivement, porter des jupes trop courtes ou adopter des modes considérés comme étrangères. La féminité acceptable était sobre, maternelle et totalement subordonnée aux objectifs raciaux de l'État. Parallèlement, le régime encourageait paradoxalement la promiscuité sexuelle chez les jeunes hommes aryens célibataires afin d'augmenter la natalité. Des programmes furent mis en place. Les jeunes femmes étaient envoyées dans des fermes spéciales pour avoir des enfants avec des membres sélectionnés de la SS sans avoir besoin de se marier formellement. Ces enfants seraient élevés par l'État pour former la future élite raciale. L'expérience féminine sous le nazisme illustre la capacité du totalitarisme à transformer les contradictions en outils de contrôle, en promettant protection tout en imposant la subordination, en exaltant la maternité tout en exploitant le travail des femmes. Le régime a réussi à convaincre des millions de femmes de collaborer à sa propre oppression, convaincues de servir un objectif supérieur. Enfance volée, comment Hitler a réécrit l'enfance allemande. Dans le laboratoire social du Troisième Reich, aucune expérience n'était plus ambitieuse que la transformation de l'enfance allemande. Les enfants représentaient l'avenir de la race aryenne, la génération qui hériterait du Reich millénaire promis par Hitler. Dès lors, dès qu'ils savaient marcher et parler, ils étaient soumis à un processus systématique d'endoctrinement visant à effacer toute trace de pensée indépendante et à la remplacer par une obéissance absolue au Führer et à l'État. La révolution éducative a commencé dans les salles de classe. L'ancien système scolaire allemand, qui mettait l'accent sur la pensée critique et l'éducation humaniste, a été complètement démantelé. Il a été remplacé par un programme conçu pour former des soldats et non des citoyens. Chaque matière a été réinterprétée à travers le prisme de l'idéologie raciale nazie. La biologie devint le principal vecteur d'enseignement de la supériorité aryenne.
Les enfants apprenaient à mesurer des crânes, à classer les types raciaux et à identifier les caractéristiques physiques dégénérées. On leur montrait des photographies de juifs, de slaves et d'africains comme exemples de races inférieures, tandis que les modèles aryens étaient présentés comme l'idéal de la perfection humaine. Ces leçons n'étaient pas abstraites. Elles préparaient les enfants à un monde où la discrimination raciale serait la norme. Les mathématiques intégraient des problèmes qui normalisaient la violence d'État. Les exercices comprenaient des calculs sur le coût de l'entretien des malades mentaux par rapport aux économies réalisées en les éliminant, ou sur le nombre de logements qui pourraient être construits avec l'argent consacré aux soins aux personnes handicapées. Ces problèmes enseignaient non seulement l'arithmétique, mais formaient aussi les enfants à réfléchir en termes d'utilité raciale et économique de la vie humaine. L'histoire fut entièrement réécrite pour créer un récit épique du peuple allemand. Les défaites furent transformées en trahison, les ennemis en véritables méchants, et Hitler en sauveur destiné à restaurer la grandeur nationale. Les enfants mémorisèrent les dates, les batailles et les héros, mais toujours dans un cadre justifiant l'expansion territoriale et la domination raciale. Même l'éducation physique prenait une dimension militaire. Les cours comprenaient des marches, des exercices d'endurance et un entraînement de base avec des armes simulées. Les enfants apprenaient la discipline physique, l'obéissance aux ordres et la résistance à la douleur. La ténacité était plus valorisée que l'habileté, la conformité plus que la créativité. Les jeunesses hitlériennes pour les garçons et la Ligue des jeunes filles allemandes pour les filles devinrent des organisations obligatoires qui remplacèrent toute autre forme de socialisation infantile. Ces institutions absorbèrent entièrement le temps libre des enfants, transformant chaque instant de loisir en occasion d'endoctrinement. Dans les jeunesses hitlériennes, les enfants vivaient une version enfantine de la vie militaire. Ils se levaient à l'aube, participaient à des exercices physiques exténuants, mémorisaient les discours du Führer et s'entraînaient à des manœuvres paramilitaires. Les camps d'été duraient des semaines, durant lesquelles les enfants étaient séparés de leurs familles et soumis à un endoctrinement intensif. La structure hiérarchique de ces organisations enseignait aux enfants à obéir aux ordres sans poser de questions et à exercer leur autorité sur les autres lorsque nécessaire. Les jeunes leaders, à peine plus âgés que leurs subordonnés, apprenaient à valoriser la discipline, la ténacité et la capacité à imposer leur contrôle sur autrui au nom d'objectifs supérieurs. La Ligue des jeunes filles allemandes fonctionnait selon des principes similaires, mais axés sur la préparation à la maternité. Les filles apprenaient les soins aux enfants, l'économie domestique et les principes fondamentaux de l'hygiène raciale. On leur apprenait l'importance de la pureté sexuelle, les dangers des relations interraciales et leur devoir de produire autant d'enfants aryens que possible. Les activités comprenaient des camps où les jeunes femmes vivaient dans des conditions spartiates, participaient à des marches de résistance et recevaient un endoctrinement idéologique constant. On leur expliquait l'importance de la pureté raciale, les dangers du mélange avec des juifs ou des étrangers, et leur devoir de devenir des mères prolifiques de la race aryenne. Les deux organisations utilisaient des cérémonies rituelles pour renforcer la loyauté. Les serments d'allégeance étaient prêtés sous des torches, sous des drapeaux nazis flottants, et des chœurs chantant des hymnes martiaux. Ces événements créaient une atmosphère quasi religieuse qui inscrivait profondément l'importance de l'obéissance au Führer dans la mémoire des enfants. Pour les enfants jugés particulièrement prometteurs, le régime créa des établissements d'enseignement d'élite. Les Napolas étaient des internats militarisés où les futurs dirigeants du Reich recevaient une formation intensive à l'idéologie nazie, à l'entraînement militaire et à la discipline spartiate. La vie dans ces écoles était délibérément rude, pénurie de nourriture, châtiment corporel, compétition constante et élimination des faibles. Les écoles Adolf Hitler, encore plus sélectives, préparaient les futurs dirigeants politiques du parti. On y enseignait non seulement l'obéissance, mais aussi les compétences nécessaires à l'exercice du pouvoir totalitaire. Manipulation psychologique, contrôle des masses et élimination impitoyable des ennemis. L'école supérieure de Francfort représentait l'apogée de ce système éducatif. Bien qu'elle ait fonctionné brièvement en raison de la guerre, elle était destinée à former l'élite absolue du futur Reich. Ces étudiants seraient les architectes de la domination raciale européenne et les gardiens de la pureté aryenne. L'un des aspects les plus perturbants de l'endoctrinement des enfants
était la promotion systématique de la dénonciation. On leur demandait de dénoncer les activités de leurs parents, de leurs enseignants et de leurs voisins. On leur enseignait que la loyauté envers le Führer était supérieure à tout lien familial ou social. Des centaines d'enseignants furent arrêtés après avoir été dénoncés par leurs propres élèves. Des parents qui critiquaient le régime en privé découvrirent que leurs enfants les avaient dénoncés aux autorités. Cette destruction de la confiance familiale était délibérée. L'État cherchait à remplacer tous les liens traditionnels par une loyauté absolue envers le parti. Les enfants qui excellaient en tant qu'informateurs étaient récompensés publiquement, créant ainsi des incitations perverses qui transformaient la trahison en vertu. Ils apprenaient que dénoncer autrui était un acte patriotique, une façon de servir la nation et de protéger la pureté raciale. Les enfants juifs ont subi une exclusion progressive et dévastatrice. D'abord séparés dans des écoles séparées, ils ont rapidement été complètement exclus du système éducatif. Ils ne pouvaient participer à des activités sportives, rejoindre des groupes de jeunes, ni même jouer dans les parcs publics avec d'autres enfants. Cette exclusion était non seulement légale, mais aussi sociale. Les enfants aryens étaient instruits d'éviter tout contact avec les Juifs, les considérant comme porteurs d'une contamination raciale. L'amitié avec un enfant juif devenait un motif de punition et d'humiliation publique. Alors que la persécution s'intensifiait, de nombreux enfants juifs furent séparés de leur famille et envoyés à l'étranger dans le cadre de programmes d'évacuation d'urgence. D'autres disparurent purement et simplement, victimes de déportations initialement présentées comme des réinstallations, mais qui aboutirent en réalité à des camps d'extermination. Le contrôle des pensées des enfants représentait peut-être l'aspect le plus sinistre du projet nazi. En capturant les esprits dès leur plus jeune âge, le régime tentait de créer une génération incapable d'imaginer des alternatives au totalitarisme. Les enfants grandissaient sans connaître la liberté, la diversité ni l'esprit critique. Le plaisir surveillé, le plaisir transformé en arme du régime. Le totalitarisme nazi a atteint sa forme la plus sophistiquée lorsqu'il a réussi à transformer le temps libre en instrument de domination. À travers l'organisation Kraft durch Freude, la force par la joie, le régime a démontré que le contrôle absolu exigeait non seulement la répression, mais aussi la capacité de définir ce qui constituait le plaisir, la détente et le bonheur pour des millions de personnes. Cette institution a représenté l'une des expériences de manipulation sociale les plus novatrices de l'histoire moderne. La KdF est née d'une profonde compréhension de la psychologie des masses. Les dirigeants nazis savaient qu'il ne suffisait pas de fournir des emplois. Ils devaient également convaincre les travailleurs que leur nouvelle situation représentait une amélioration fondamentale de leurs conditions de vie. Les loisirs organisés devinrent le véhicule idéal de cette illusion. Ils permettaient de créer des expériences agréables, directement associées au régime, générant gratitude et loyauté émotionnelle. L'organisation opérait selon un principe apparemment généreux, démocratiser le luxe. Des activités traditionnellement réservées à l'élite, voyages à l'étranger, croisières en Méditerranée, vacances dans les Alpes, seraient désormais accessibles aux travailleurs ordinaires. Cette promesse avait une force émotionnelle extraordinaire dans une société qui avait souffert de nombreuses années de privation économique. Les navires de croisière de la KdF devinrent le symbole le plus visible de cette politique. Des navires comme le Wilhelm Gustloff étaient spécialement conçus pour transporter des travailleurs allemands vers des destinations exotiques, la côte espagnole, les fjords norvégiens, les îles méditerranéennes. Les passagers étaient soigneusement sélectionnés selon des critères de loyauté politique et de pureté raciale, faisant de ces voyages une récompense pour bonne conduite. À bord, les expériences étaient méticuleusement orchestrées. Les passagers participaient à des activités communautaires, écoutaient des conférences sur la culture allemande et chantaient des chants patriotiques sous les étoiles. Chaque moment de plaisir était empreint d'idéologie. Les travailleurs rentrèrent chez eux non seulement détendus, mais aussi profondément reconnaissants envers le régime qui avait rendu ces expériences possibles. Le tourisme intérieur fonctionnait selon des principes similaires. Des excursions de masse étaient organisées vers des paysages allemands considérés comme particulièrement aryens, les forêts de la Forêt Noire, les châteaux médiévaux du Rhin, les lacs bavarois. Ces voyages n'étaient pas politiquement neutres. Ils renforçaient le lien mystique entre le peuple allemand et sa terre, alimentant des sentiments nationalistes et raciaux.
Le projet le plus ambitieux et le plus trompeur de la KdF était la promesse de la Volkswagen, la voiture du peuple. Ce programme promettait à tout travailleur allemand de posséder son propre véhicule grâce à un système d'épargne programmé. Les travailleurs déposaient 5 marks par semaine sur un compte spécial et recevaient des timbres qu'ils apposaient sur des comptes officiels. Une fois le compte approvisionné, ils recevaient leur nouvelle voiture. La campagne publicitaire fut extraordinairement efficace. Une gigantesque usine fut construite à Fallersleben. Des prototypes furent exposés lors de foires industrielles et Hitler lui-même participa aux cérémonies de pose de la première pierre de l'usine. Des millions de travailleurs commencèrent à épargner avec ferveur, convaincus qu'ils feraient bientôt partie d'une société moderne et motorisée. Cependant, aucun ouvrier n'a jamais reçu sa Volkswagen. Au début de la guerre, l'usine a été convertie pour produire des véhicules militaires et toutes les économies ont été confisquées par l'État. Ce qui avait été présenté comme un symbole de prospérité ouvrière s'est révélé être une vaste escroquerie déguisée en progrès social. Le programme « Beauté du travail » représentait une autre facette de cette stratégie de contrôle par le bien-être apparent. Grâce à ce programme, les conditions matérielles de milliers d'usines ont été améliorées. Des vestiaires modernes ont été installés, les murs ont été peints de couleurs vives, des cantines propres ont été construites et des espaces de repos avec jardin ont été créés. Ces améliorations n'étaient pas motivées par un réel souci du bien-être des travailleurs, mais par une stratégie délibérée de substitution. Au lieu d'augmenter les salaires ou de réduire le temps de travail, le régime proposait des améliorations cosmétiques qui créaient l'illusion d'un progrès social. Les travailleurs auraient dû être reconnaissants de travailler dans un environnement plus agréable, même si leurs conditions de travail fondamentales s'étaient dégradées. Nombre de ces améliorations étaient financées par les ouvriers eux-mêmes, qui devaient fournir un travail bénévole après leur journée de travail habituelle. Des brigades de embellissement furent créées pour peindre, jardiner et construire pendant leur temps libre sans rémunération supplémentaire. Ce système permettait aux ouvriers de financer eux-mêmes leur chaîne en or. La construction des autoroutes allemandes constitua un autre élément de cette stratégie de séduction par le progrès visible. Ces routes ne répondèrent pas seulement à des objectifs militaires et économiques, mais remplissaient également une fonction psychologique cruciale. Elles démontraient la capacité du régime à transformer physiquement le paysage allemand. Des photographies d'Hitler inaugurant de nouveaux chantiers entourés d'ouvriers fiers et armés de leurs pelles apparaissaient constamment dans les journaux et les actualités. Ces images transmettaient un message fort. Sous la direction nazie, l'Allemagne devenait une nation moderne, ordonnée et prospère. La KdF organisait également un vaste réseau d'activités culturelles et sportives. Des chorales ouvrières, des troupes de théâtre amateurs, des compétitions sportives et des festivals folkloriques furent créés. Toutes ces activités étaient gratuites ou très peu coûteuses, les rendant accessibles aux familles aux ressources limitées. Cependant, la participation à ces événements n'était pas véritablement volontaire. Les travailleurs qui ne participèrent pas aux activités de la KdF étaient considérés avec suspicion, considérés comme des mécontents potentiels ou des éléments antisociaux. La pression sociale pour manifester son enthousiasme envers les programmes du régime était constante. De plus, toutes ces activités servaient à des fins de surveillance sociale. Les responsables de la KdF observaient l'attitude des participants, identifiaient ceux qui semblaient moins enthousiastes et signalaient les comportements suspects aux autorités. Le plaisir devenait un piège pour le contrôle social. Le paradoxe fondamental de KdF résidait dans sa capacité à générer des expériences véritablement agréables tout en servant des objectifs de manipulation politique. Les travailleurs qui participaient à des croisières ou à des excursions appréciaient sincèrement ces activités, constataient une amélioration tangible de leur qualité de vie et développaient une gratitude émotionnelle envers le système qui les rendait possibles. Cette gratitude était précisément l'objectif, créer des liens affectifs transcendant le calcul rationnel. Lorsque la guerre éclata, de nombreux travailleurs étaient prêts à se sacrifier pour un système qui semblait avoir amélioré concrètement leurs conditions de vie, sans comprendre que le coût final de ces avantages serait infiniment supérieur aux avantages temporaires dont ils avaient bénéficié. Swing against the Reich, la jeunesse qui refusait d'obéir. Dans les sous-sols de Hambourg, au milieu de la fumée de cigarettes et des sons interdits du jazz,
Une forme inattendue de résistance au totalitarisme nazi est née. Il ne s'agissait ni d'une conspiration politique organisée, ni d'un mouvement révolutionnaire armé, mais de quelque chose de plus subtil et peut-être plus dangereux pour un régime obsédé par le contrôle total. Des jeunes qui refusaient tout simplement d'être ce que l'État attendait d'eux. La Swing Youth représentait une faille dans le projet nazi de créer une jeunesse uniformément obéissante. Le jazz est arrivé en Allemagne comme une invasion culturelle silencieuse, par le biais de disques de contrebande, d'émissions radiophoniques interceptées à l'étranger et de musiciens ayant voyagé aux États-Unis. Cette musique s'est infiltrée dans les boîtes de nuit des grandes villes allemandes. Pour l'idéologie nazie, le jazz représentait tout ce qui devait être éliminé. C'était une musique noire associée aux musiciens juifs qui privilégiaient l'improvisation individuelle à la discipline collective. Les premiers groupes de jeunes swing se formèrent spontanément à Hambourg, ville portuaire traditionnellement cosmopolite, moins marquée par l'orthodoxie nazie que d'autres régions allemandes. Ces jeunes, généralement issus de familles aisées, commerçants, banquiers et professions libérales, disposaient de ressources et de relations qui leur permettaient d'obtenir des disques interdits et de fréquenter des lieux relativement peu surveillés par la police. Ce qui n'était au départ qu'un goût musical s'est progressivement transformé en une identité culturelle à part entière. Les swingers ont développé leur propre code esthétique, remettant sciemment en question les normes nazies. Tandis que les jeunesses hitlériennes prenaient l'uniforme militaire, les cheveux courts et les postures martiales, les swingers adoptaient des costumes amples, à l'américaine, des cheveux longs parsemés de paillettes et une langueur corporelle qui contredisait l'idéal de virilité aryenne. Les filles du mouvement étaient encore plus provocatrices. Elles se maquillaient excessivement à une époque où la beauté naturelle était valorisée, se peignaient les ongles de couleurs vives, portaient des jupes jugées scandaleusement courtes et adoptaient des coiffures inspirées des stars hollywoodiennes. Leur style vestimentaire était une déclaration politique silencieuse mais sans équivoque. Le langage du mouvement constituait également une forme de résistance culturelle. Les jeunes swing mélangeaient des expressions allemandes et anglaises, créaient leur propre argot et développaient des formes de communication qui excluaient délibérément ceux qui n'étaient pas de leur cercle. Là où d'autres criaient « Heil Hitler », ils murmuraient « Swing Heil » avec une ironie à peine dissimulée. Les soirées swing devinrent des espaces de liberté quasi utopiques dans le contexte répressif du Troisième Reich. Dans des appartements privés, des sous-sols de clubs et parfois même des locaux commerciaux tolérants, ces jeunes créèrent des environnements où les règles nazies n'existaient tout simplement pas. Ils dansaient sur des musiques interdites, consommaient de l'alcool, flirtaient librement et exprimaient des opinions critiques à l'égard du régime. La sexualité était un autre front de bataille culturelle. Alors que le nazisme prônait une morale sexuelle stricte, pureté prénuptiale, mariage arien, relations sexuelles exclusivement à des fins reproductives, le mouvement swing célébrait une sexualité libre et hédoniste. Les danses incluaient des contacts physiques intimes, les relations prénuptiales étaient courantes et certains membres avaient des contacts avec de jeunes hommes juifs, violant ainsi explicitement les lois raciales. Cette liberté sexuelle n'était pas seulement une rébellion adolescente, mais une critique implicite du projet nazi de contrôle total sur les corps et les désirs individuels. En revendiquant le droit au plaisir personnel, les swing kids affirmaient une forme d'individualité que le régime considérait comme subversive. Les autorités nazies ont d'abord sous-estimé la menace que représentait le mouvement swing. Elles le considéraient comme une mode passagère parmi une jeunesse privilégiée qui finirait par mûrir et s'intégrer à la société. Cependant, à mesure que le mouvement prenait de l'ampleur et s'étendait à d'autres villes, il commença à être perçu comme un problème plus grave. Le tournant fut atteint lorsque des rapports des services de renseignement révélèrent que certains membres du mouvement entretenaient des liens avec de jeunes juifs ou exprimaient de la sympathie pour les puissances occidentales. Dans le contexte des lois raciales de Nuremberg et des tensions internationales croissantes, ces liens furent interprétés comme une trahison raciale et politique. La Gestapo commença à infiltrer les clubs de swing, à documenter leurs activités et à identifier leurs dirigeants. Les rapports de police décrivaient ces rassemblements comme des « orgies de jazz » où la dégénérescence morale était encouragée et la jeunesse allemande corrompue.
La musique, la danse et la liberté sexuelle étaient présentées comme les symptômes d'une conspiration visant à affaiblir la fibre morale de la nation. La répression s'intensifia progressivement. Au début, les autorités se contentèrent de fermer des clubs, de confisquer des disques et de disperser des fêtes. Mais à l'approche de la guerre, les mesures devinrent plus sévères. Les dirigeants du mouvement furent arrêtés, certains envoyés dans des camps de rééducation et d'autres contraints de s'engager prématurément dans l'armée. L'un des cas les mieux documentés est celui du Hamburg Swing Club, dont les membres ont fait l'objet d'une enquête exhaustive de la Gestapo en 1940. Les dossiers de police révèlent le niveau de paranoïa que ces jeunes gens ont généré chez les autorités. Leurs goûts musicaux ont été documentés, leurs lettres personnelles analysées, leurs réunions photographiées et leurs familles interrogées. La condamnation définitive du mouvement eut lieu en 1941, lorsque Heinrich Himmler ordonna des mesures drastiques contre ce qu'il appelait l'épidémie de swing. Des centaines de jeunes furent arrêtés lors de rafles coordonnées. Certains furent envoyés dans des camps de concentration pour jeunes, d'autres affectés à des unités militaires dangereuses sur le front de l'Est, et les plus chanceux furent simplement contraints de signer des déclarations de repentir. Le contraste entre les swing kids et les jeunesses hitlériennes était on ne peut plus frappant. Tandis que ces dernières prônaient la discipline, le sacrifice, l'obéissance et la préparation à la guerre, le mouvement swing exaltait la créativité, le plaisir, l'individualité et le lien avec les cultures non allemandes. Cette différence transcendait le superficiel. Elle représentait deux visions radicalement opposées de ce que devait être la jeunesse, l'une comme instrument de l'État pour perpétuer le pouvoir, l'autre comme espace d'exploration personnelle et de liberté créative. Pour le régime nazi, laisser cette seconde vision s'épanouir aurait signifié admettre l'existence de valeurs plus importantes que l'obéissance au Führer. Le mouvement swing n'a jamais développé de programme politique explicite ni tenté de renverser le gouvernement nazi. Leur résistance était existentielle plutôt qu'idéologique. Ils refusaient simplement de laisser l'État définir leur mode de vie, ce qu'ils devaient écouter, comment s'habiller ou avec qui ils pouvaient s'associer. Cette forme de résistance culturelle s'est avérée particulièrement menaçante pour un régime totalitaire, car il était difficile de la combattre sans recourir à une répression ouverte. Les jeunes de swing ne violaient aucune loi spécifique et ne commettaient aucun acte de sabotage. Ils existaient simplement différemment de ce que l'État attendait. Leur héritage transcende la musique et la mode. Ils ont démontré que même dans les circonstances les plus oppressives, les êtres humains peuvent préserver des espaces de liberté et d'authenticité. Leur danse silencieuse dans les sous-sols de Hambourg était un acte de foi en la possibilité de résister à la standardisation totale de l'expérience humaine. Lorsque la guerre prit fin et que l'Allemagne commença sa reconstruction, nombre des valeurs défendues par les jeunes de la rue, individualité, cosmopolitisme, liberté culturelle, devinrent les piliers de la nouvelle société démocratique. Leur résistance, apparemment frivole, avait préservé les germes d'un avenir plus libre. Le butin arien, le pillage économique qui a financé le Troisième Reich. Derrière le prétendu miracle économique nazi se cachait une réalité plus sinistre, le vol systématique et planifié des biens des citoyens juifs allemands. L'arianisation n'était pas un processus spontané de violence populaire, mais une opération calculée et méticuleusement exécutée qui transforma l'antisémitisme en richesse tangible pour l'État et ses bénéficiaires ariens. Cette dépossession massive a non seulement financé la croissance économique du régime, mais a également compromis moralement des millions d'Allemands ordinaires dans ce projet génocidaire. La stratégie débuta avec une apparente retenue. En avril 1933, le régime organisa un boycott national des commerces juifs qui, bien que ne durât qu'une journée, créa un précédent crucial. L'économie juive était légitimement attaquée au nom des intérêts nationaux allemands. Des membres de la SA se postèrent devant les magasins avec des pancartes menaçantes, photographièrent les clients qui osaient entrer et marquèrent les vitrines de symboles distinctifs. Cet événement, en apparence mineur, a servi de multiples objectifs stratégiques. Premièrement, il a permis d'évaluer la réaction populaire aux persécutions antisémites, confirmant que la majorité des Allemands seraient prêts à tolérer, voire à soutenir, des mesures anti-juives. Deuxièmement, il a envoyé un signal clair au monde des affaires juifs.
Son avenir en Allemagne était incertain. Troisièmement, il a amorcé le processus psychologique de normalisation de l'exclusion économique comme politique légitime. Au cours des années suivantes, le régime a mis en œuvre une stratégie d'étranglement progressif. Les médecins juifs ont perdu leur autorisation d'exercer dans les hôpitaux publics. Les avocats ont été exclus des associations professionnelles. Les fonctionnaires juifs ont été renvoyés de la fonction publique. Les journalistes ont été exclus des salles de rédaction. Chaque mesure a été présentée comme une réforme nécessaire à la protection des intérêts allemands. Les entreprises juives commencèrent à se heurter à des obstacles bureaucratiques insurmontables. Leurs permis d'importation leur furent refusés, leurs demandes de crédit rejetées et leurs contrats avec les institutions publiques annulés. Les fournisseurs aryens furent contraints de rompre toute relation commerciale avec les entreprises juives, tandis que les clients étaient dissuadés par des campagnes d'intimidation sociale. Le processus s'accéléra considérablement après 1935 avec la promulgation des lois de Nuremberg. Celles-ci définissaient non seulement légalement qui était juif, mais établissaient également le cadre juridique d'une exclusion économique totale. Il était interdit aux Juifs d'embaucher des employés aryens, de participer à des foires commerciales, de faire de la publicité dans les publications allemandes ou d'accéder à des secteurs stratégiques de l'économie. La machine bureaucratique de l'aryanisation était extraordinairement sophistiquée. Des bureaux spécialisés furent créés dans chaque région pour répertorier les biens juifs, en évaluer la valeur, identifier les acquéreurs potentiels et superviser les transferts. Notaires, évaluateurs, banquiers, avocats et agents des impôts participèrent à un système qui transforma la dépossession en une procédure administrative de routine. Les prix payés pour les propriétés aryanisées étaient systématiquement inférieurs à leur valeur marchande réelle. Les vendeurs juifs n'avaient aucun pouvoir de négociation réelle. Ils savaient qu'en cas de rejet des offres, leurs biens seraient tout simplement confisqués sans indemnisation. Nombre d'entre eux acceptaient des ventes pour une fraction de leur valeur réelle, estimant cela préférable à une confiscation pure et simple. Les acheteurs étaient soigneusement sélectionnés selon des critères de loyauté politique et de pureté raciale. Les membres du parti, les anciens combattants, les fonctionnaires et les hommes d'affaires liés au nazisme bénéficiaient d'une préférence. Ce système créa une nouvelle classe de bénéficiaires du régime, dont la prospérité dépendait directement de la poursuite des politiques antisémites. Les grands magasins représentaient des cibles particulièrement attractives pour l'aryanisation. Ces entreprises, souvent fondées par des familles juives au XIXe siècle, avaient accumulé des propriétés de valeur dans les centres commerciaux des grandes villes allemandes. Leur transfert aux mains des Aryens générait non seulement des profits immédiats, mais éliminait également du marché les concurrents les plus performants. Le cas du grand magasin Hermann Tietz illustre parfaitement ce processus. Cette chaîne, l'une des plus prospères d'Allemagne, a été contrainte de vendre ses locaux à des prix dérisoires. Les nouveaux propriétaires aryens ont conservé les emplacements de choix, les infrastructures développées et même de nombreux employés non juifs, mais ont coupé tout lien avec ses fondateurs. Les institutions financières juives ont subi un sort similaire. Des banques vieilles de plusieurs siècles ont été liquidées ou absorbées par des concurrents aryens. Les économies de plusieurs décennies de travail ont été confisquées sous divers prétextes légaux. Des réseaux d'affaires bâtis au fil des générations ont été démantelés et redistribués à des bénéficiaires politiquement corrects. La nuit de cristal de novembre 1938 marqua le passage à la phase finale de l'aryanisation. Ce pogrom organisé, officiellement présenté comme une explosion spontanée d'indignation populaire, servit de prétexte à une expropriation massive. Les Juifs furent tenus collectivement responsables des dommages causés lors des violences et contraints de payer une amende d'1 milliard de marks. Parallèlement, il était interdit aux Juifs de posséder des entreprises, des actions, des obligations, des bijoux, des œuvres d'art ou d'autres biens de valeur. Tout devait être vendu à des acheteurs aryens à des prix fixés par les autorités. Ce transfert massif de richesses s'est produit en quelques semaines, sous la stricte supervision de fonctionnaires spécialisés dans le pillage légalisé. Les bénéficiaires de l'aryanisation ne se limitaient pas aux grandes entreprises. Des familles allemandes ordinaires achetaient des meubles, des vêtements, des instruments de musique, des livres et des articles ménagers confisqués à des prix symboliques lors de ventes aux enchères organisées par le fisc.
Ces ventes de masse étaient annoncées dans les journaux locaux et attiraient des foules d'acheteurs enthousiastes. L'État nazi utilisa les bénéfices de l'arianisation pour financer de multiples objectifs stratégiques. Une part considérable fut allouée au réarmement militaire qui consomma d'énormes ressources mais dut rester relativement secret jusqu'en 1939. Une autre part finança des programmes sociaux visibles tels que les vacances subventionnées de la KdF, les prêts matrimoniaux et l'amélioration des logements ouvriers. Cette redistribution verticale, du juif à l'État, de l'État aux citoyens ariens, a créé un système pervers de complicité collective. Des millions d'Allemands ont bénéficié d'améliorations matérielles tangibles, directement liées à la persécution de leurs anciens voisins juifs. La répression s'est transformée en prospérité personnelle. Les chiffres du pillage sont stupéfiants par leur ampleur. Les recherches historiques estiment que plus de 100 entreprises juives ont été arianisées entre 1933 et 1942. La valeur totale des actifs transférés dépasse largement les ressources reçues par l'Allemagne après la guerre grâce au plan Marshall. L'arianisation a représenté l'un des transferts de richesses les plus massifs de l'histoire moderne. Au-delà de son impact économique, l'arianisation a rempli des fonctions psychologiques et politiques cruciales pour le régime. Elle a démontré aux Allemands ariens que la persécution des Juifs leur procurait des bénéfices tangibles. Elle a créé une large classe de bénéficiaires dont la prospérité dépendait de la poursuite des politiques nazies. Enfin, elle a normalisé l'idée que la violence d'État pouvait être économiquement rentable. Au moment où la guerre éclata et que la solution finale fut mise en œuvre, l'arianisation avait ouvert la voie, tant logistiquement que psychologiquement, au génocide. Les Allemands avaient déjà admis que les Juifs n'avaient aucun droit de propriété. Le pas vers la privation du droit à la vie était tragiquement plus petit qu'il n'y paraissait. L'héritage de l'arianisation a transcendé la période nazie. Les bénéficiaires ont conservé une grande partie de leurs richesses mal acquises après la guerre, et de nombreuses familles allemandes ont bâti leur prospérité d'après-guerre sur des fondations comprenant des biens volés. La justice restitutive était limitée et incomplète, permettant aux fruits du pillage de s'intégrer durablement à l'économie allemande. Le Reich de la peur. Comment l'Allemagne a été réduite au silence? Sous le Troisième Reich, l'opposition politique n'a pas été simplement vaincue. Elle a été si complètement effacée que même le souvenir de sa possibilité s'est effacé de la conscience publique. Ce processus d'anéantissement ne reposait pas uniquement sur la violence d'État, bien que celle-ci fût brutale et systématique. Sa véritable puissance résidait dans la création d'un système de surveillance sociale si omniprésent qu'il transformait chaque citoyen en justicier potentiel et chaque conversation privée en un risque mortel. Le démantèlement de la démocratie allemande a suivi une séquence calculée qui a révélé la sophistication stratégique du projet nazi. D'abord, les communistes ont été éliminés, l'incendie du Reichstag ayant servi à justifier les arrestations massives des dirigeants du KPD. La gauche radicale a disparu en quelques semaines, ses dirigeants ont été déportés dans les premiers camps de concentration et ses réseaux organisationnels ont été complètement démantelés. Les sociaux-démocrates suivirent peu après. Leur longue tradition démocratique et leur respect de l'état de droit en firent des proies faciles pour un régime qui n'hésitait pas à violer toutes les normes constitutionnelles. Leurs journaux furent fermés, leurs bureaux occupés et leurs dirigeants arrêtés. Le SPD, pilier de la République de Weimar, disparut presque sans résistance. Les syndicats subirent un sort similaire. Le 1er mai 1933 fut, paradoxalement, le dernier jour de la liberté d'association en Allemagne. Après avoir autorisé les célébrations traditionnelles pour éviter tout soupçon, les SA occupèrent tous les sièges syndicaux du pays le lendemain. Les dirigeants syndicaux furent arrêtés, leurs dossiers confisqués et leurs fonds volés. En quelques heures, des décennies d'organisations syndicales furent réduites en cendres. Les partis conservateurs et libéraux furent dissous par une combinaison de pression politique et de terrorisme ciblé. Leurs dirigeants, bien qu'ayant initialement collaboré avec Hitler dans l'espoir de le contrôler, découvrirent qu'ils étaient devenus complices de leur propre destruction. En juillet 1933, le NSDAP était le seul parti légal en Allemagne. Mais l'élimination des structures politiques formelles n'était qu'une première étape. Le véritable génie répressif du nazisme résidait dans la création d'un système de surveillance qui pénétrait jusqu'aux recoins les plus intimes de la vie privée.
La Gestapo, bien que numériquement limitée, parvint à contrôler une population de 65 millions de personnes grâce à un réseau d'informateurs comprenant voisins, collègues, amis et même membres de la famille. Ce réseau n'était pas une structure formelle avec des hiérarchies claires et des ordres explicites. Il s'agissait d'un système plus subtil et dangereux, un système où chaque individu savait qu'il pouvait être observé à tout moment par quelqu'un prêt à le dénoncer. La paranoïa devint l'état d'esprit normal de la population allemande. Les plaintes affluaient constamment dans les bureaux de la Gestapo. Une plaisanterie sur Hitler racontée dans un bar, une critique sur la guerre murmurée dans une file d'attente pour les rations, un regard consterné lors d'un défilé nazi. La moindre indiscrétion pouvait se transformer en accusation formelle. Les dossiers de la police secrète révèlent l'apparente banalité de nombre de ces plaintes et la sévérité disproportionnée des sanctions qui s'ensuivirent. Les lieux de travail sont devenus des champs de bataille silencieux où la survie dépendait de la capacité à réprimer toute pensée critique. Les travailleurs ont appris à ne s'exprimer que sur des sujets sûrs, à éviter tout commentaire susceptible d'être mal interprété et à faire preuve d'un enthousiasme constant pour les politiques du régime. Le silence est devenu une forme de résistance, mais aussi de complicité. Les usines ont mis en place des systèmes où les contremaîtres signalaient les comportements suspects, où les travailleurs étaient évalués non seulement sur leur productivité, mais aussi sur leur loyauté politique, où une absence injustifiée ou un commentaire critique pouvait entraîner un licenciement immédiat et une mise sur liste noire les empêchant de trouver un emploi ailleurs. Les travailleurs perdirent le droit de grève, le droit de négociation collective et le droit de changer d'emploi sans autorisation gouvernementale. En vertu de la loi de 1934 sur l'Organisation nationale du travail, l'industrie retourna à un système féodal, les employés étant réduits au statut de serfs. Si un employeur refusait le départ d'un employé, il pouvait refuser de lui fournir les documents nécessaires à son nouvel emploi. Le système éducatif devint un autre front de surveillance sociale. Les enseignants étaient chargés d'observer les attitudes de leurs élèves et les opinions exprimées par leurs familles. Les enfants, endoctrinés dans les organisations de jeunesse nazies, devinrent des informateurs potentiels contre leurs propres parents. Les conversations familiales devinrent dangereuses lorsque les enfants purent rapporter des critiques du régime entendues à la maison. Des centaines de parents furent arrêtés après avoir été dénoncés par leurs propres enfants. L'État avait réussi à pénétrer le dernier refuge de la vie privée, le foyer familial. La confiance fondamentale qui unit la société civile fut délibérément détruite et remplacée par la loyauté envers le Führer, seul lien sûr. Malgré la terreur ambiante, des formes subtiles de résistance ont subsisté, démontrant que l'humanité n'était pas totalement éradiquée. Dans certaines usines, le sabotage passif était pratiqué. Ralentissement délibéré de la production, erreurs endommageant les machines, simulation de maladies pour réduire la production. Ces actions étaient quasiment impossibles à prouver, mais elles pouvaient affecter significativement les objectifs de production. Il y eut aussi des exemples de solidarité silencieuse, des ouvriers avertissant discrètement leurs collègues de raids imminents, des superviseurs qui ignoraient de petits actes de sabotage, des médecins falsifiant des certificats médicaux pour aider des personnes à éviter le service militaire. Ces petites failles dans le système répressif étaient importantes, car elles préservaient la possibilité de valeurs autres que celles imposées par l'État. Les intellectuels et les artistes furent confrontés à une forme particulière de répression qui visait non seulement à les réduire au silence, mais aussi à effacer leur influence culturelle passée. L'autodafé de mai 1933 n'était que le symbole le plus visible d'une purge culturelle plus vaste, qui comprenait l'interdiction de milliers d'œuvres, l'expulsion d'écrivains et d'universitaires, et la réécriture de l'histoire culturelle allemande. Les universités furent coordonnées par l'expulsion des professeurs juifs, libéraux ou sociaux-démocrates, et leur remplacement par des universitaires nazis ou des sympathisants du régime. La liberté académique disparut et la recherche scientifique fut subordonnée aux objectifs idéologiques de l'État. La pensée critique fut remplacée par la répétition de dogmes raciaux et nationalistes. Les médias devinrent des extensions du ministère de la propagande. Les journalistes furent organisés en une chambre professionnelle contrôlée par l'État et seuls ceux possédant des références nazies furent autorisés à exercer leur profession. L'information fut remplacée par la propagande
et la réalité fut filtrée par les objectifs politiques du régime. En 1939, le projet d'anéantissement de l'opposition politique était pratiquement achevé. Il n'existait plus de partis alternatifs, de syndicats indépendants, de presse libre, d'universités autonomes ni d'espaces publics où exprimer la dissidence. Plus important encore, la capacité même d'imaginer des alternatives politiques avait été systématiquement anéantie. Le succès de cette répression ne se mesure pas uniquement à l'absence de résistance organisée, mais à la transformation psychologique de la population allemande. Des millions de personnes avaient appris à ne penser que ce qui était permis, à n'exprimer que ce qui était approuvé, à ne désirer que ce que l'État jugeait approprié. La dictature avait pénétré non seulement les institutions, mais aussi les esprits. Lorsque la guerre éclata, cette population psychologiquement préparée était prête à accepter d'énormes sacrifices, à participer à des massacres et à poursuivre le combat même lorsque la défaite était inévitable. La répression avait fait plus que museler l'opposition. Elle avait créé une société incapable de résilience morale. L'héritage de ce système répressif perdura au-delà de la guerre. La méfiance sociale, l'incapacité à nouer de véritables liens politiques et la tendance à rechercher des autorités extérieures pour définir la vérité marquèrent la société allemande pendant des décennies. La démocratie d'après-guerre dut être reconstruite non seulement sur les ruines physiques des villes bombardées, mais aussi sur les débris psychologiques d'une société qui avait oublié comment être libre.